Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec le docteur Catherine Schuster. Juste pour avoir plus d'informations sur elle, elle a fait ses études de médecine à l'Université de Cincinnati et effectué sa résidence en médecine physique et en réadaptation à Louisville, au Kentucky, par l'intermédiaire de l'Université et Fraser Rehabilitation Institute. Elle a rejoint le corps enseignant de l'Université de Louisville. Elle est récemment devenue le chef de la nouvelle division de la médecine de réadaptation pédiatrique au sein du département de pédiatrie. Elle continue également à diriger le programme de résidence en médecine physique et en réadaptation, ce qui complète son intérêt pour l'enseignement de la formation des résidents. Sur le plan clinique, elle s'intéresse principalement au traitement continu de la spasticité et des lésions cérébrales traumatiques. Mais comme il y a un besoin important de réadaptation pédiatrique pour l'État de Kentucky, elle est impliquée dans les soins de nombreux diagnostics différents dans tous les spectres des soins médicaux. Et aujourd'hui, elle va nous faire une présentation sur le sujet de l'infirmité motrice cérébrale pour les non-psychiatres. You can get started, Dr. Schuster. Thank you. Good morning, everyone. All right, so I'm Catherine Schuster, and I am a physiatrist or physical medicine and rehabilitation physician. And I'll talk a little bit about what exactly that is, and then go into my presentation on cerebral palsy, which is one of the most common conditions that I treat. Mon nom, c'est Dr. Schuster. Je suis un spécialiste en physiatrie et aujourd'hui, je vais parler de la paralysie cérébrale. So our goals and objectives are to talk about the etiology and classification of cerebral palsy so that we all have a common language to use when talking about these patients. Le but et l'objectif pour la présentation, c'est de parler de l'étiologie de la paralysie cérébrale afin que nous ayons une communication similaire quand on parle de la paralysie cérébrale. And talk about other body systems that can be involved, because even if you're not a physiatrist, you can come across patients that have cerebral palsy within your domain of medical expertise and need to know how those can be affected in someone with cerebral palsy. On va aussi parler des autres systèmes qui peuvent être impliqués ou encore touchés par la paralysie cérébrale. Même lorsque vous n'êtes pas un physiatre, vous pouvez toujours rencontrer des patients qui sont affectés par les conséquences de la paralysie cérébrale dans votre pratique. And then finally, as my residents like to be need to be reminded, when you turn 18, you still have cerebral palsy, and so knowing how to manage these patients as they become adults is very important. Et même lorsque c'est une pathologie qui touche principalement les nouveau-nés ou les enfants, mais quand vous avez 18 ans, vous êtes majeur, il faut savoir comment prendre soin de ces patients quand ils sont devenus adultes. I don't have any disclosures. Je n'ai pas de disclosure à faire. So what is PM&R? It's a field of medicine that looks at function and quality of life in those with physical impairments. C'est une spécialité de la médecine qui regarde principalement les personnes qui ont des problèmes physiques qui vont affecter leur fonctionnement. So this is anything that affects the brain, the spinal cord, your nerves, your bones, your muscles, your ligaments, your tendons, your joints. Toutes les pathologies qui vont affecter le cerveau, le code spinal, les nerfs, les os, les articulations et les ligaments, de même que les muscles et les tendons. There's a list of common conditions here that we treat, but I primarily do pediatric rehabilitation. So anything that can happen to an adult can happen to a child. And then we have all of these other things, birth injuries, congenital issues, genetic problems that we also take care of as pediatric physicians. Nous avons un ensemble de pathologies qui peuvent être impliquées. Moi-même, je suis spécialiste en réhabilitation pédiatrique et tout ce qui peut toucher un enfant peut également toucher un adulte. Et ceci, c'est une liste d'ensemble de pathologies qui sont principalement rencontrées, les accidents cérébrovasculaires, les dommages du système nerveux, les dommages musculaires et les
et dommages qui sont liés au travail. So this is just a slide about pediatric rehab, which is what I do. So I take care of children with complex and special healthcare needs to improve their function and quality of life. C'est une slide qui vous montre de ce qu'on fait en généralement avec les enfants. Moi-même, je suis spécialiste pédiatrique, mais on peut également retrouver des adultes avec les mêmes pathologies. So moving into the heart of the presentation, what is cerebral palsy? C'est quoi la paralysie cérébrale? So according to the World Health Organization, their definition is it is a group of permanent disorders of the development of movement and posture causing activity limitations that are attributed to a non-progressive disturbance that occurred in the developing fetal or infant brain. Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est un ensemble de pathologies qui vont affecter le développement en rapport avec les mouvements et la posture, qui vont aboutir à une limitation non progressive du développement fœtal et encore du développement du cerveau de l'enfant. The major criteria are that there is a neuromotor control problem that affects the way someone moves. Les critères majeurs, c'est d'abord, il y a un problème neuromusculaire, neuromoteur qui va aboutir à un déficit du mouvement ou encore de la posture. This injury is static, meaning that it doesn't change or grow or adapt with time. C'est une lésion qui est permanente, qui est statique, c'est-à-dire qui ne va pas évoluer ou encore qui ne va pas grandir avec le temps. But it's important to know that even though the brain injury itself doesn't change, the clinical picture and presentation of the patient can change because they are growing and developing. Ce qui est important, même lorsque la lésion ne va pas changer, mais il faut se rappeler que la présentation clinique du patient va changer avec le temps, principalement avec leur croissance. And this brain injury happens either before birth, during birth, or within the first few years of life. Generally, we say about to age 2 or 3. Et cette lésion au niveau du cerveau peut commencer au moment de la grossesse, au moment de l'accouchement ou encore après l'accouchement, en général avant l'âge de 5 ans. This is the most common motor disability of childhood, and there is an increasing proportion of the most severe type of cerebral palsy because medicine in general is getting better at NICU and neonatology level care. C'est une pathologie qui est très fréquente, c'est la forme la plus commune de dysfonctionnement moteur chez l'enfant et on commence à voir, il y a une augmentation proportionnelle de la sévérité des formes de la paralysie cérébrale parce que maintenant nous sommes beaucoup plus adaptés à traiter les enfants qui ont des formes sévères au niveau néonatal. And the population study prevalence is about the same worldwide, but the type of cerebral palsy is going to be different from location to location in some respects. L'épidémiologie varie à travers le monde, mais on va rencontrer des formes qui seront différentes dépendamment de l'endroit ou encore de la location. So, causes of cerebral palsy, it's often unclear why this happens. En général, pour les causes, c'est surtout pas clair pourquoi ceci arrive. The greatest risk factor is prematurity, but just because an infant is born premature does not mean that they will have cerebral palsy. Le facteur de risque le plus important, c'est la prématurité, mais ceci ne sous-entend pas le fait qu'un enfant est prématuré va avoir une paralysie cérébrale. Other risk factors include being small for gestational age or very low birth weight. L'autre facteur de risque, c'est un poids qui est inférieur au moment de la grossesse ou encore un poids à la naissance qui est très bas. Multiple gestations. Des grossesses multiples. Any kind of infection. Les infections au moment de la grossesse. In utero stroke or someone having an underlying coagulopathy. Des accidents cérébrovasculaires au moment de la grossesse ou encore des troubles de coagulation. Placental issues. Des troubles placentaires. Any thyroid problems. Les problèmes thyroïdiens. Trauma during pregnancy or non-accidental trauma to infants. Les accidents au moment de la grossesse ou encore
des troubles non accidentels au moment de la grossesse. And kernicterus, which is a bilirubin buildup in the deep brain structure. Et le kernictère qui peut également affecter le cerveau. So pathology, what do you see? Qu'est-ce qu'on va retrouver au moment de la pathologie ou encore des examens? So periventricular leukomalacia is the result of an insult during the second trimester in general that causes scarring and white matter disease near the lateral ventricles. On peut voir la leucomalacie périventriculaire, c'est des atteintes de cicatrices qui vont se développer aux alentours de la matière grise à l'extérieur des ventricules latéraux. And this generally results in lower extremity problems. Et ceci va aboutir à des problèmes au niveau des membres inférieurs due to the way that the corticospinal tracts transmit signals to different parts of your body. Du fait de la transmission corticospinale qui va sortir de cet endroit qui va également être atteint. You can have deep gray matter lesions to the basal ganglia, which kernicterus would be one of those as an example. On peut avoir également des atteintes de la substance grise profonde au niveau de le ganglion basal, ce qu'on va surtout retrouver chez les enfants qui souffrent du kernictère. Any kind of focal cortical infarct or stroke. N'importe quel type d'accident cérébrovasculaire localisé. Brain malformations that are due to a neuronal migration problem. Tout type de malformations cérébrales qui sont liées à des anomalies de migration neuronale. And then diffuse brain insults such as a hypoxic injury. Et si vous avez des atteintes cérébrales diffuses comme l'hypoxie cérébrale. So to diagnose CP, there's a couple of things to keep in mind. Pour pouvoir faire le diagnostic de la paralysie cérébrale, il faut faire attention à plusieurs choses. So the first question is, does the history and examination suggest this type of diagnosis? Premièrement, est-ce que l'histoire et l'examen physique suggèrent le diagnostic? And previous teaching was that you wanted to wait until the child was 18 to 24 months of age before making a diagnosis. Auparavant, ça veut dire qu'il faut attendre entre 18 et 24 mois pour pouvoir faire le diagnostic. However, newer literature is suggesting that you can make the diagnosis correctly as early as 6 months of age. À partir d'autres recherches, on peut maintenant faire le diagnostic à partir de 6 mois. And here in the United States, really an earlier diagnosis just allows improved access to services, but doesn't really change any management in general. Ici aux États-Unis, un diagnostic précoce peut nous aider à faire des références à des services spécialisés, mais ceci également ne va pas vous donner un avantage particulier en termes d'amélioration. So once we've made the diagnosis, you want to classify the type of cerebral palsy, and I'll talk about that in the next couple of slides, the different terms that you want to use to make a complete picture. Une fois le diagnostic est établi, il faut faire une classification des différents types de paralysie cérébrale, ce que je vais en parler dans les prochaines diapos. And then look for associated conditions and things that could be problematic within other organ systems. Et on va également faire la recherche d'autres atteintes systémiques qui peuvent aboutir à d'autres problèmes. And then is there any additional neuroimaging that needs to be done? Et doit-on faire d'autres examens paracliniques comme d'autres tests neuroradiographiques pour pouvoir établir le diagnostic? So how can cerebral palsy be classified? There's 3 main ways. Comment peut-on classifier la paralysie cérébrale? Il y a 3 types de classification. So the first is by type of movement disorder. So that is, what are the muscles doing? What is the primary problem with the muscles? Premièrement, on peut faire la classification en fonction du type de mouvement qui est affecté. Quel type de problème qu'on va rencontrer au niveau des mouvements. And then the anatomic distribution, which is both legs, an arm and a leg, or all 4 limbs. En fonction de la distribution anatomique, est-ce que ce sont les 2 membres inférieurs, les 2 membres supérieurs ou encore les 4 membres qui sont affectés?
And then the thing that's the most important to me is function. What can they do with this diagnosis? What are they able to do from a gross motor, fine motor, and communication standpoint? Et ce qui est beaucoup plus important en termes de classification, c'est la fonction. Qu'est-ce que le patient peut faire en termes de la fonction sensitive, la fonction motrice, en termes d'indépendance? So different movement patterns include spastic, dyskinetic, hypotonic, ataxic, or mixed. Les différents types de mouvements, de problèmes de mouvement, c'est les problèmes spasiques, les problèmes de dyskinésie, l'hypotonie, l'ataxie, et encore une combinaison de ces atteintes. Anatomic distributions, like I said, diplegic, which would be both legs, hemiplegic, which would be an arm and a leg, or quadriplegic, which would be all four limbs. Et les distributions anatomiques, si c'est un patient qui est diplégique, c'est-à-dire que les membres inférieurs sont beaucoup plus atteints. Si c'est un patient qui a une hémiparésie, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte unilatérale, ou encore c'est un patient qui a une quadriparésie, c'est-à-dire tous les membres sont affectés. And just because you have what's classified as diplegic cerebral palsy doesn't mean that your arms are normal. Et juste par le fait que vous avez une classification de diplégie, avec l'appareil cérébral, ceci ne sous-entend pas que les membres supérieurs sont normaux. It's just generally much less involvement into the arms in that setting. Et ce qui est important, c'est que les membres supérieurs sont beaucoup plus moins affectés comparativement aux membres inférieurs. And in hemiplegic CP, the unaffected side does not generally have typical motor control. There are still some issues, but they're masked by the much more affected side, so people don't generally pick up on those. Ceci est le même pour l'hémiplégie. Le fait que le membre qui n'est pas le membre inférieur qui apparaît normal est également atteint, mais en comparaison avec la partie qui est touchée, c'est beaucoup plus inférieur, mais il y a toujours des problèmes qu'on peut toujours rencontrer au niveau du membre qui apparaît normal. And then by function, so there are 5 different function classifications. The GMFCS is the one that is the most commonly utilized, and that talks about the gross motor function and what they can and can't do in a scale of 1 to 5. Et la classification de l'appareil cérébral en fonction de la fonction, en fonction du mouvement, c'est la classification de GMFC, c'est-à-dire la classification en fonction du mouvement. Il y a 5 types. So a 1 is completely typical, doesn't have any issues with their gross motor skills, and 5 is completely dependent for all motor skills. Et au niveau 1, c'est un enfant qui est indépendant, qui n'a pas vraiment de problème au niveau de la fonction motrice. Et 5, c'est un enfant qui est complètement indépendant ou encore immobile, qui requiert une assistance continue. The other 4 scales are for fine motor, for language, both receptive and expressive skills, for vision, and for feeding. Et les autres caractères vont en fonction de la fonction motrice, en fonction de la fonction sensitive, en fonction de la vision ou encore de la capacité de se nourrir eux-mêmes. And they are all on the same 1 to 5 scale, where 1 is essentially normal and 5 is dependent for whatever that skill set is. Ils vont également faire partie d'une classification entre 1 à 5, où 1, c'est un enfant qui est indépendant, et 5, c'est un enfant qui va nécessiter beaucoup d'aide. And this is just a diagram of the GMFCS level. Ceci, c'est une photo qui vous montre la classification au niveau 1 et au niveau 5, où vous voyez un enfant qui est complètement indépendant au niveau 1 et un enfant qui requiert une assistance complète au niveau 5. So prognosis for ambulation is the thing that my patients' families always want to talk about and always want an answer to. Et le prognostic pour l'ambulation, c'est surtout ce que les parents ou encore les patients vont toujours avoir des questions, ce qui est beaucoup plus important pour eux. So the best predictor for ambulation is independent sitting balance by age 2. Et la faction prédictive qui est beaucoup plus importante pour l'ambulation, c'est est-ce que l'enfant peut s'asseoir
de par lui-même ou elle-même à partir de 2 ans. But it's important to note that when I say ambulation, I don't mean typical ambulation necessarily. I mean some means of upright mobility, which may or may not include an assisted device. Ce qui est important, quand on parle d'ambulation, ceci ne veut pas dire principalement c'est une ambulation complète. C'est la capacité de pouvoir maintenir la posture en position debout avec ou sans l'aide d'appareils orthopédiques. And by type of cerebral palsy, the best chance of ambulation is hemiplegic CP, where near 100% of these children will be able to ambulate in some way. En fonction de la classification de la paralysie cérébrale, on peut voir que la forme hémiparésique, en général, offre une chance meilleure pour pouvoir aboutir à une ambulation jusqu'à 100%. So in terms of associated disorders, any body system can be affected in cerebral palsy. En termes d'autres atteintes systémiques, n'importe quelle partie du corps peut être affectée par la paralysie cérébrale. The likelihood of other system involvement increases with the severity of the brain injury. So the more severe the CP, the more likely you are to have other body systems involved. Et la chance d'avoir une atteinte d'autres organes est complètement accrue en fonction de la sévérité de la tête du cerveau au niveau de la paralysie cérébrale. So visual impairments can occur in up to 100% of children, because this includes not just eye problems, but issues with the transmission of the signal from the eye to the brain or a primary brain problem. Et les atteintes visuelles peuvent aboutir jusqu'à 100%, et ceci, ce n'est pas uniquement l'atteinte oculaire, mais également au niveau de la transmission des signaux du nerf optique jusqu'au niveau du cerveau. Hearing impairments are very common, especially in the setting of torch infections. Des troubles auditifs peuvent principalement être rencontrés avec les infections au niveau de la grossesse. You can see cognitive issues, both with lower IQ in general and then executive functioning impairments. On peut voir des troubles cognitifs avec des atteintes du quotient intellectuel qui généralement est très bas et des fonctions exécutives qui peuvent être affectées. Seizures and epilepsy are common. Les crises convulsives sont également très communes. Nutritional deficiencies, which can then also impact bone mineral density. On peut avoir des troubles de déficit nutritionnel qui peuvent également affecter la densité minérale des os. There are also a lot of associated orthopedic conditions, which we're going to go into in a little bit more detail. On peut voir également des troubles orthopédiques qui sont associés, qu'on va également discuter dans les prochaines slides. So other things to remember, which is important as these children with cerebral palsy are aging and becoming adults. Ce qui est très important à se rappeler, c'est ces enfants qui sont atteints de la paralysie cérébrale quand ils vont devenir adultes. So pain management can be a big issue, where if you're having atypical forces across a joint, that can cause pain. Et on peut voir également des problèmes avec des douleurs qu'on peut rencontrer au niveau du corps. Cardiovascular health is important to remember, just as we think about that for typical adults as they're getting older, making sure that we're taking care of those things. Les troubles cardiovasculaires qu'on va rencontrer également chez les adultes. Generalized deconditioning, just because it's harder to do things when your muscles are not responding to you in the way that you want them to. Une atteinte, un déconditionnement généralisé parce que les muscles ne fonctionnent pas. Donc, il devient beaucoup plus difficile pour pouvoir réaliser des fonctions. Increased risk of falls. Again, your muscles are not responding the way you want them to. Your balance and writing reactions can be affected. Un risque accru de tomber parce qu'il y a un problème de balance, de coordination et les muscles ne répondent pas de façon adéquate. Sexual functioning, because that's important for quality of life. Et des troubles sexuels, ce qui est très important pour la qualité de la vie. And then general health maintenance. Here in the United States, there are not a lot of general practitioners who feel very comfortable managing the long-term needs of patients with cerebral palsy, even though it shouldn't be as different as people perceive it to be.
Et ici aux États-Unis, c'est les troubles de santé en général, parce qu'ici, il y a beaucoup de praticiens qui ne sont pas très confortables à prendre soin des patients qui sont atteints de paralysie cérébrale. So how to manage cerebral palsy and its underlying manifestations? Comment doit-on traiter ou encore gérer la paralysie cérébrale dans ces différentes formes de manifestations? So spasticity is one of the primary motor manifestations of cerebral palsy, which is increased involuntary velocity-dependent resistance to stretch. The harder you try, the harder it is. Ce qu'on va surtout rencontrer, c'est la spasticité qui est une augmentation de façon involontaire de la tonicité des muscles en rapport avec la résistance. Plus vous essayez de contracter le muscle, plus vous allez avoir de résistance. So how do you manage it, which is one of the primary things that I do? Comment peut-on gérer encore traiter la spasticité? So options for management include stretching. So you're just stretching out that tight muscle unit or that motor unit. Premièrement, c'est l'étirement. On va essayer de faire une élongation pour un étirement progressif de ces muscles. Skilled therapies, physical, occupational, speech therapy. On va faire également des thérapies adaptées en rapport avec la parole, la thérapie avec l'occupation. Bracing, which can help hold a joint into an anatomic position. It can improve function, or it can provide static stretch. Certaines fois avec des appareils orthopédiques qui va essayer de stabiliser les articulations et faciliter l'étirement, la stabilité, encore le mouvement. There are different medication options, including systemic medications that you take by mouth or by G-tube. Il y a d'autres médicaments locaux ou encore systémiques qu'on peut prendre par la voie orale ou encore en fonction via une gastrostomie. And then there are focal medications, which are injections into the muscle or motor unit itself. Il y a des autres médicaments en forme injectable qu'on peut administrer au niveau du muscle lui-même ou encore de façon systémique au niveau de la région synaptique. There are different surgical options from both a neurosurgical or orthopedic perspective. Il y a d'autres chirurgies qu'on peut faire en fonction d'une perspective orthopédique ou encore au niveau de la neurochirurgie. So medications that you can use to help manage spasticity. Quels autres médicaments qu'on peut utiliser pour gérer la spasticité? So benzodiazepines are a broad class of medication that can help relax your muscles. Les benzodiazépines, ce sont les médicaments généralement qui peuvent aider à relâcher la spasticité. The issue with these medications is that they're less selective and so have an increased chance of side effects. Le problème avec ces médicaments, ce sont des médicaments qui sont non sélectifs. Il y a beaucoup plus de chances d'avoir des effets secondaires. The biggest issue would be sleepiness. Et ce qu'on peut surtout rencontrer avec les benzodiazépines, c'est l'étourdissement ou encore l'endormissement. Baclofen is probably the most common medication that we use as an anti-spasticity medicine. Baclofen, c'est l'un des médicaments qu'on utilise en général le plus souvent pour la spasticité. It acts in a similar manner to benzodiazepines, but has a little bit more selectivity, so it doesn't have as wide of a side effect profile. Le dontrolène, c'est un médicament qu'on utilise également pour la spasticité, qui a très peu d'effets secondaires de façon systémique. Dantrolene is a peripherally acting muscle relaxer. It acts at the level of the sarcolemma, which can be very helpful when you're trying to avoid sedation side effects. C'est un médicament qui va avoir une action au niveau local, au niveau du sarcolème musculaire, ce qui est très important pour minimiser les risques d'effets secondaires systémiques. And then tizanidine and clonidine, which also have a little bit of anti-spasticity benefit. Tizanidine ou encore le Zanaflex avec la clonidine qu'on utilise également pour contrôler cette spasticité.
So a focal treatment that we have available is chemical denervation with either alcohol blocks or neurotoxin, which would be botulism. On a également d'autres traitements locaux qu'on peut faire avec un bloc avec de l'alcool ou encore on utilise des neurotoxines comme le Botox de façon locale. So the alcohol blocks actually denature the nerve. And so you can only use this for nerves that have primary motor components only. Otherwise, you run the risk of having neuropathic pain from affecting sensory nerves. Ce qui est important, on va essayer d'utiliser le bloc alcoolique uniquement au niveau des nerfs moteurs parce que si on utilise au niveau des nerfs sensitifs, ceci vous encourez le risque d'aboutir avec douleur neuropathique. And these have to be done under sedation because you need the child to be completely still. Et ceci doit se faire avec de la sédation parce qu'on veut voir l'enfant complètement immobilisé pour pouvoir administrer le bloc. And then neurotoxin, which would be botulinum, you inject directly into the muscles and it causes paralysis of a selected portion of the motor fibers, which then weaken the contraction. On peut utiliser le Botox qui va uniquement bloquer la partie motrice du nerf et en fonction de ceci va aboutir à une relaxation musculaire localisée. And these can be done without sedation. It's very quick to do. Et ceci peut se faire sans la sédation et c'est très rapide à réaliser. And this is just a diagram of where Botox acts at the presynaptic neuron, inhibiting acetylcholine release. Et ceci, c'est une photo qui vous montre comment la toxine botulinique va agir, qui va empêcher au transfert des vésicules de l'acétylcholine au niveau de la région synaptique. And it's the same botulinum toxin that people use for cosmetic reasons too. It's all the same. Et c'est le même Botox que les gens utilisent pour les traitements cosmétiques qu'on utilise. So one of the really incredible surgical options that is available to help with primarily lower extremity spasticity is something called a selective dorsal rhizotomy. Il y a un traitement chirurgical qui est très sélectif et très important qu'on peut faire pour pouvoir contrôler la spasticité. C'est ce qu'on appelle une rhizotomie sélective dorsale. So what this does is by cutting a portion of the sensory nerve, you are inhibiting the reflex arc that keeps the motor unit contracting in someone with cerebral palsy. Et ce qu'on va faire au niveau de cette intervention, on va essayer d'interrompre le nerf sensitif réflexe qui alimente la contraction continue de ce muscle. So what I mean here is in someone who doesn't have cerebral palsy, when they want to take a step, they say, brain, take a step. Et ce que je veux dire par cela, pour quelqu'un qui ne souffre pas de la paralysie cérébrale, quand il veut réaliser un mouvement, ils vont passer le signal du cerveau et le cerveau va dire de prendre un pas. So the brain sends the signal down to take a step, and then as soon as it's completed that motion, you get an immediate return signal that says, okay, we're done taking a step, rather than continuing for the brain to say step, 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 step. Ce qui se passe quand vous aboutissez quand vous terminez de réaliser le pas, il va avoir un signal réflexe qui va retourner au cerveau pour dire d'arrêter, au lieu de continuer à réaliser un mouvement que le cerveau interprète à continuer de prendre un pas, prendre un pas, prendre un pas. And so the rhizotomy stops that ongoing loop so that it helps control the spasticity. Et la rhizotomie va bloquer ce réflexe continu et en même temps arrêter la spasticité. There are ongoing debates within the rehab world of patient selection and the benefits of long-term outcomes. And I'm talking like 10 years.
Et il y a beaucoup de discussions au niveau du monde de physiatrie, et parce qu'on ne sait pas encore quels sont les effets prolongés de cette intervention, entre 10 à 20 ans après. So another really good surgical management option is an intrathecal baclofen pump, which is an implanted device that delivers baclofen directly to the intrathecal space, which is where the receptors are, optimizing benefit, minimizing side effects. Il y a un autre traitement systémique qu'on peut faire, c'est l'implantation d'une pompe à baclofen qu'on va insérer au niveau de la région intrathecale où nous avons le récepteur. So this is implanted in the United States generally by neurosurgeons, orthopedic surgeons, or pain management physicians. I don't put these in. Et en général, ces genres de pompes vont être insérés par les neurochirurgiens, des chirurgiens orthopédiques ou encore des spécialistes de douleur. And so this is delivering micrograms of medication versus the milligrams of medication that you take in a pill form. Et ceci va délivrer le médicament en forme de microgrammes comparativement aux formes de milligrammes que vous prenez par la voie orale. The downside here is that the pump has to be refilled at regular intervals, and it is an implanted device, so has the associated risks with an implanted device. Et ce qui est important, cette pompe doit être on doit continuer à remplir cette pompe de façon continue, et il y a des effets secondaires qui sont liés à toutes les pompes insérées de façon générale. So there are a lot of different orthopedic interventions that are possible to help with joint position in cerebral palsy. Il y a beaucoup d'interventions orthopédiques qu'on peut faire pour pouvoir améliorer les fonctions au niveau de la paralysie cérébrale. So you need an orthopedic intervention when the degree of muscle imbalance and the lack of stretchability causes a contracture, a bony change, or a fixed deformity. Vous avez besoin d'une intervention orthopédique quand il y a une balance qui est inadéquate, qui empêche l'élongation du muscle, ou encore qui affecte la contraction des tendons. And the goals of the surgery are either to weaken the abnormal or overly tight muscles. Et le but de la chirurgie, c'est d'abord de relâcher les contractions ou encore le muscle qui est anormal. To reduce the possibility of generation of a contracture. Réduire la possibilité d'avoir une formation d'une contraction sévère. Or to reduce the degree of muscle imbalance that affects motor control. Ou encore de réduire l'imbalance musculaire qui va affecter la contraction musculaire. So some basic types of interventions include tendon lengthenings, where you're stretching out the tendon of a muscle that's too tight. Et les différents types d'interventions, c'est-à-dire on peut avoir une élongation des tendons. You can transfer the tendon, so the tendon is overactive, so you move it somewhere else so that it helps do a different motion. On peut faire également un transfert de tendon. Si le tendon ne fonctionne pas très bien, on peut déplacer le tendon à un autre endroit, ce qui va aboutir à un différent type de fonction. Or a derotational surgery, which is when you actually, on purpose, break the bone and move it to a different position because it has rotated due to the abnormal muscle forces. On peut faire une ostéotomie dérationnelle, c'est-à-dire que si vous avez un os qui ne fonctionne pas très bien, on peut de façon intentionnelle et aboutir à une fracture de l'os et le déplacer à un autre endroit. So a couple of things that can happen when you have atypical motor control. Your spine can become curved or develop scoliosis, and your hips can form incorrectly or come out of socket. On peut avoir d'autres atteintes qui vont affecter principalement la colonne. C'est-à-dire on peut avoir des problèmes neuromusculaires.
ont encore des problèmes où les os vont être déplacés au niveau des articulations. So there's an increased risk of neuromuscular scoliosis that is related to the severity of the cerebral palsy. On peut également avoir une scoliose neuromusculaire qui sera directement liée au niveau de la sévérité de la paralysie cérébrale. So the recommendation is that starting at age 2, you get a spine film to look at any curvature development. Ce qui est recommandé, c'est à partir de 2 ans d'avoir une radiographie de la colonne pour pouvoir voir s'il y a des problèmes au niveau de la colonne. And then additional screening is based on what you see on that first image and the severity of the cerebral palsy. Et les dépistages subséquents vont dépendre de ce que vous avez vu au niveau de la radiographie initiale, et ceci peut varier entre tous les 6 mois à 12 mois après. So when to intervene, when the curve is 45 to 50 degrees in a child older than 10, or the curve is rapidly progressive. À quel moment doit-on intervenir? C'est si vous avez une scoliose qui est supérieure à 45 à 50 degrés chez un enfant qui a plus de 10 ans, ou encore si vous avez une courbature progressive qui se forme de plus de 10 degrés au niveau de la colonne. Or if there is a significant deterioration in the child's ability to interact with their environment. Et si vous avez une détérioration significante au niveau de l'enfant qui l'empêche d'interagir avec son environnement. And so this is just a picture of a child who has had a spinal fusion, as you can see by the very extensive rotting along the back. C'est un enfant qui a eu une fusion au niveau de la colonne, au niveau de la colonne, que vous pouvez voir tous ces implants au niveau de la colonne. This child also has a gastrostomy tube. Cet enfant également a un tube gastrique. Baclofen pump. Il y a une pompe de baclofen. And then I'm guessing that this is a vagal nerve stimulator to help with seizure control. So lots of things. Également un stimulateur du nerf vagal pour essayer de contrôler les crises épileptiques. So hips similarly can have issues just like your spine. On peut également avoir des attentes au niveau de la hanche, de même que la colonne. And again, the more severe the cerebral palsy, the higher likelihood you will have of having issues. Plus sévère est la paralysie cérébrale, c'est plus vous avez une chance d'avoir des atteintes au niveau des hanches. So starting around age 2 is when we get images of the hips to see how the ball and socket joint is developing and if the ball is staying in the socket. Et à partir de l'âge de 2 ans, c'est au moment qu'on commence à faire le dépistage pour voir s'il y a des atteintes au niveau de la tête fémorale, si ceci s'assoit de façon adéquate au niveau de l'acétabulum. So your hips can sublux, which is when the femoral head comes out of the acetabulum. On peut avoir une subluxation, c'est-à-dire quand la tête fémorale commence à quitter l'acétabulum. It can dislocate, which is where it's completely out and does not go back in. On peut avoir une dislocation si la tête fémorale est complètement en dehors de l'acétabulum. And then you can have hip dysplasia, which is when the femoral head or the cup of the acetabulum don't develop properly, so that joint is just not that deep ball and socket. On peut avoir une dysplasie de l'articulation de la hanche, c'est-à-dire si la tête fémorale ou encore le contour de l'acétabulum ne se développe pas de façon adéquate. On peut avoir des dislocations intermittentes du fait que la tête n'arrive pas à s'asseoir de façon adéquate au niveau de l'acétabulum. And this is important because it can decrease your range of motion, it can affect your function, it can make it hard for the families to provide care to these patients, and it can be uncomfortable and cause pain. Et ce qui est très important, ceci peut aboutir à une atteinte de la fonction, de la mobilité, et ceci peut aboutir également à de la douleur et peut affecter les parents en fonction des soins qu'ils vont administrer. So when to intervene, there's no consistent general agreement. It kind of swings to different pendulums of sooner intervention or later intervention.
cyclically, and we are moving more towards a sooner intervention than when I was a fellow, when it was a kind of wait and see. Et maintenant, ce qui est important, c'est à quel moment doit-on faire une intervention. Il n'y a pas vraiment un consensus établi et les données changent avec le temps. Comparativement, quand moi-même je faisais ma spécialité, on va essayer de faire des références au niveau, principalement chez les orthopédistes, s'il y a une subluxation qui est supérieure à 30% ou encore si l'articulation devient instable. So generally, when the subluxation is greater than 30% or becomes unstable, meaning it's difficult to reduce back into the socket. Généralement, si vous avez une subluxation qui est supérieure à 30% ou encore si la hanche devient instable et n'arrive pas à rester en place. Or if there's pain related to movement at the hip. Et si vous avez des douleurs qui sont liées au mouvement de la hanche. So other things that we can do to help manage the tight muscles in cerebral palsy. Autre chose qu'on peut faire pour gérer la paralysie cérébrale. So there's skilled physical, occupational, and speech therapy to help improve different functional parameters. D'autres thérapies adaptées en fonction de l'occupation ou encore du langage pour essayer d'améliorer la balance. Stretching, which is just stretching that tight affected motor unit muscle multiple times per day to help elongate it and improve the range of motion available. L'étirement de façon répétée et multiple au niveau de la journée qui vont essayer de relâcher la tension au niveau des muscles. And then there's different types of bracing that help either stretch or static position or improve a functional skill set. Il y a différents types d'appareils orthopédiques qui vont essayer de faciliter l'élongation ou encore de maintenir en position et aboutir à une fonction beaucoup plus adéquate. So in terms of bracing and orthotics, which this could be a whole day long series to talk about different types of bracing and things that you can do with them. En termes d'appareils orthopédiques, ceci peut aboutir à une autre orientation pour parler des différents types d'orthèses ou encore d'appareils orthopédiques qu'on peut utiliser. So you can put a brace on the arm, on the leg, or a spinal orthosis. On peut mettre un appareil orthopédique au niveau du membre supérieur, au niveau du membre inférieur, ou encore de la colonne. So goals for a brace are either to maintain or increase range of motion, to protect or stabilize a joint, or to promote a functional activity. Et le but de cet appareil, c'est d'abord de maintenir ou encore d'augmenter les ranges de mouvement, ou encore de protéger ou encore de stabiliser une articulation, ou encore de promouvoir une activité fonctionnelle. So the general goal of a brace is to correct, limit, or prevent a deformity. Le but général, c'est de corriger encore, de limiter encore, de prévenir les déformations. And to affect a joint position, the brace must cross that joint. Et pour pouvoir affecter cette articulation, l'appareil orthopédique doit pouvoir traverser cette articulation. And these are just some examples of different bracing that is available, but this is by no means comprehensive. C'est un exemple des différents types d'attelles qu'on peut utiliser, mais il y a une liste d'affaires beaucoup plus compréhensive. And so finally, aging with cerebral palsy. Ce qui est très important, c'est devenir adulte avec la paralysie cérébrale. There are a growing population of adults living with cerebral palsy with overall survival rate at 30 years of 87%. Ici, il y a un nombre élevé d'adultes qui sont atteints de la paralysie cérébrale aux États-Unis avec un taux de survie qui est estimé à 30 ans à 87%. And intellectual disability and severe seizure disorders have a negative impact on survival. Le dysfonctionnement intellectuel ou encore les crises épileptiques ont un effet négatif sur l'estimation de la survie.
And it is known that musculoskeletal complaints and impairments in mobility and lack of preventative care impacts function for adults with cerebral palsy. Ce qui est très important, les complaintes musculaires, également les troubles de la mobilité et une absence de soins préventifs médicaux peuvent également aboutir à une diminution de la survie. And mobility declines at least 20 to some percentage for all adults with cerebral palsy, meaning if you were an ambulator before, maybe you don't do that as often, or you need an increasing degree of support to maintain your mobility. Et on peut voir qu'il va y avoir un déclin progressif jusqu'à 25% chez les adultes qui sont atteints de la paralysie cérébrale, c'est-à-dire ils vont perdre une partie de leur fonction. So in summary, en résumé, cerebral palsy is a static brain injury that occurs in utero or within the first few years of life, and the injury itself does not change, but the clinical picture may. La paralysie cérébrale, c'est une atteinte statique au niveau du système nerveux qui peut commencer au moment de la grossesse ou encore au moment des premières années de vie. C'est une atteinte qui est permanente, qui ne change pas, mais le tableau clinique va changer avec la croissance. And classification of cerebral palsy is based on function, movement disorder, and part of the body involved. Et la classification est basée en fonction du type de mouvement ou encore la partie du corps qui est affectée. The treatment strategies are multifactorial and based on discussions between the team and families. Et le traitement est multifactoriel et ceci va être basé en fonction des discussions entre le soignant, encore les prestataires et les membres de la famille. Cerebral palsy can impact other organ systems. Et la paralysie cérébrale peut affecter d'autres systèmes. And never hesitate to call your PM&R team if you have one available for any help or questions. Et on ne doit pas hésiter de faire appel aux physiatries si vous avez un membre qui est spécialisé dans votre team, de les consulter. That's the end. Does anyone have any questions? C'est la fin. Si vous avez des questions, je suis prêt à les entendre. Et vous avez des questions? Oui, Aïcha, on a une question. Vas-y, pose la question. Quelques secondes. Bonjour. Good morning. Je suis Dr Fidèle, résident service social à l'hôpital et la Providence d'Abonaïf. Donc, j'ai une question. Ma question est la suivante. Donc, si on a une patiente qui a le risque de prématurité, donc, quelles mesures de prévention qu'on peut faire pour limiter ou pour empêcher ou pour réduire le risque de paralysie faciale et paralysie cérébrale? He is a social service resident in Gonaïves. His question was, if you have a pregnant woman and you have a risk of having a prematurity, do you have anything preventively that you can do to minimize the risk of having cerebral palsy? No, there's not really anything specifically that you can do other than providing, appropriate prenatal care in terms of whatever is available. But just because the infant is premature doesn't mean that they're going to have cerebral palsy. And so here in the NICU, there's all sorts of different protocols based on the degree of prematurity that they have. And if someone does have cerebral palsy or suffers some kind of injury, getting started with all of the supportive care to promote development and function as soon as possible will be important. Selon Dr. Schuster, il n'y a pas vraiment une mesure préventive qui va essayer de limiter
le risque de développer la paralysie cérébrale, il faut fournir les soins adéquats en fonction des moyens que vous avez. Et ce qu'il veut se rappeler, le fait qu'un enfant est prématuré, ceci ne veut pas dire que cet enfant va avoir la paralysie cérébrale. Maintenant, s'il y a un problème qui est identifié, il y a un trauma au moment de l'accouchement, encore au moment des soins, il faut essayer de de prendre des mesures adéquates pour pouvoir fournir les soins idéaux à ce patient. Ici aux États-Unis, il y a un ensemble de protocoles en fonction de la sévérité de la prématurité qu'on va fournir des soins spécialisés à cet enfant, mais sans pour autant penser que le fait qu'un enfant est prématuré, on peut avoir une prématurité, on peut avoir une paralysie cérébrale subséquente en fonction de la prématurité unique. You are in mute, I can't hear. Vous êtes sur mute, je ne peux pas vous entendre, Gounaï. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que le MGSO4 n'a aucun effet sur le cerveau en intra pour une femme enceinte qui a ou pour un enfant à 32 semaines ou à 28 semaines d'âge gestationnel? Si je comprends bien, vous voulez savoir si le sulfate de magnésium n'a aucun effet sur le cerveau du fœtus. I think he's trying to find out if any medication that you administer during delivery or during pregnancy follow-up might have some implication. And one specific that he mentioned was the magnesium sulfate. Does this medication have any impact on the risk of having cerebral palsy? So there's no medication that's going to prevent cerebral palsy from happening, but doing things to make the birth environment as favorable as possible. So mag sulfate and steroids and all of those things that are going to promote lung development and those things for the premature infant are going to be important. But I am by no means a neonatologist, so I don't want to step on their toes. Selon elle, il n'y a pas vraiment un médicament qui va soit prévenir encore pour mettre un enfant à risque de développer la paralysie cérébrale. Même lorsque je ne suis pas un néonatologiste, mais je pense qu'on peut administrer des médicaments comme le sulfate de magnésium ou encore des médicaments qui vont essayer d'avoir un surfactant ou encore de limiter le risque d'hypoxémie. C'est-à-dire d'avoir un environnement où l'accouchement est idéal. Toutes ces interventions vont limiter le risque d'avoir une paralysie cérébrale ou encore une atteinte du cerveau. D'accord, merci beaucoup. Thank you very much. Plus d'autres questions? I think myself, I might have a question or a comment. Hello. All right, let me let them finish first. Yes, thank you. Vous avez une question? Encore deux questions. OK. Bonjour. Bonjour. Je suis Nicolas Clotaire, externe de l'hôpital La Providence des Gonaïves. Ma question est la suivante. Tenu compte du groupe d'âge, est-ce que les crises sont spécifiques, comme vous venez de parler des crises convulsives, est-ce que les crises sont spécifiques? Si oui, quel type de crise qu'on peut avoir chez un enfant, chez les enfants entre 2 à 4 ans? I think his question is regarding the epilepsy and seizures. Do you have an idea about the different type of epileptic, manifestation that they may have between age 2 and 4? No, so I mean, any type of seizure disorder can happen. It really is going to be dependent on the area of brain that is affected, which is going to impact the type of seizures or the severity of seizures. But certainly the more severe the brain injury, the worse chance there is of having a seizure disorder.
En général, on peut avoir n'importe type de crise épileptique. Ceci va être lié en fonction de la partie du cerveau qui est affectée. Mais en général, n'importe quel type de crise épileptique peut être rencontré. Mais on sait également, plus l'atteinte est sévère, c'est plus vous avez la chance d'avoir des crises épileptiques. D'accord, merci. Je vous en prie. Bien. Bonjour. Bonjour. Merci, Dr. Catherine. Merci, Dr. Wena. C'est un plaisir pour moi, mon boy. Bon, toujours là. OK. En fait, moi, je suis Dr. Exen Joseph, je suis médecin interniste, je travaille à l'hôpital La Providence. Donc, j'ai plusieurs questions, mais comme je vois que le temps nous fait la guerre, donc je vais vous en poser deux. La première, ça concerne l'âge. Donc, nous savons tous qu'en pédiatrie, l'âge est un facteur discriminant. Donc, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'à partir de quel âge peut-on évoquer le diagnostic de paralysie cérébrale? He wanted to know at what age can we have a suspicion or can we establish the diagnosis of cerebral palsy? So the old teaching is 18 to 24 months, and a lot of that was due to making sure there wasn't an underlying genetic or metabolic issue that would cause regression. De façon ancienne, on savait dire entre 18 et 24 mois, et c'était surtout pour essayer de voir s'il n'y a pas de troubles métaboliques ou encore des maladies héréditaires qui peuvent se présenter comme une forme de paralysie cérébrale auparavant. But now with advances in imaging and some of the newer literature supports, you can make the diagnosis as early as 6 months based on the movement patterns that you're seeing in that infant. And then obviously the history and exam that goes along with that. Et maintenant, avec les avancées avec l'imagerie et en fonction des types de mouvements qu'on peut voir chez les enfants, on peut même faire le diagnostic à partir de 6 mois en fonction des tests spécialisés que vous avez à votre disposition. Merci. En fait, la deuxième question, ça concerne les critères de sévérité. Est-ce qu'il existe une classification permettant d'évaluer la sévérité de la paralysie cérébrale? He wanted to know, do we have a classification that will help us stratify the severity of cerebral palsy? So we do, and that would be the GMFCS, which is 1 to 5, which is the gross motor scale. So 5 is the most severe. And then there's 4 other scales for fine motor, for language, for eating, and for vision. Nous avons une classification, c'est le GCMFS, c'est la classification en fonction de l'atteinte motrice. C'est la classification qui varie entre 1 à 5. La forme 1, c'est la forme où l'enfant, en général, a beaucoup d'indépendance, peut faire en général la majorité de ses fonctions. Et la forme 5, c'est la forme la plus sévère, où l'enfant nécessite de l'aide de façon permanente. Et entre 1 et 5, vous avez différents niveaux de sévérité qui, en fonction des atteintes moteurs, visuelles, vont être identifiés. Donc, c'est le GCMFS, c'est une classification qui est en rapport à la fonction motrice, de l'atteinte de la fonction motrice. Très bien, merci. Je ne sais pas si vous m'accordez une troisième question. Vous pouvez. Oui, en fait, ça concerne les benzodiazépines. Est-ce que c'est des médicaments qu'on administre en bolus ou bien c'est en continu? Regarding the benzodiazepine, is a medication that we administer continuously as a single dose, or it can be a maintenance medication? A maintenance medication. Ce sont des médicaments qu'ils vont continuer à prendre de façon continue. C'est qu'avec les benzodiazépines, on a beaucoup de risques, beaucoup d'effets secondaires, surtout en ce qui concerne la paralysie du muscle diaphragme.
Donc, on continue. J'ai quand même des inquiétudes. I think he wants some, I think he's talking mainly about the long-term risk of using benzodiazepine in a case as the goal in terms of dependence and the addictive properties of the benzodiazepine. So we use benzodiazepines a lot in really small children where they can't dose baclofen yet, because you are correct. There are a lot of potential downfalls to using benzodiazepines long-term. Ils utilisent les benzodiazépines à des doses très faibles chez les enfants en attendant leur croissance, parce que les enfants en général, on ne peut pas placer une pompe à baclofène, mais quand les enfants arrivent à un âge approprié, on essaie de diminuer les doses s'ils sont qualifiés pour avoir une pompe à baclofène. Merci. Thank you. You're welcome.